Bonjour Patrick Kanner. Bonjour. Vous êtes sénateur PS du Nord, une grande fédération socialiste dont on ne sait pas très bien ce qu'il en reste, on va en parler dans un instant. Vous êtes aussi le patron du groupe socialiste au Sénat. Pour vous, qui est-ce qui a gagné le débat entre les 4 prétendants à la direction du Parti socialiste hier soir? Difficile à évoquer, mais ce que j'ai vu, c'est 4 prétendants, pour reprendre votre expression, qui en veulent et qui considèrent que le PS a encore une place à jouer dans la vie politique française. C'est la moindre des choses quand on est candidat pour diriger un parti, une organisation, une entreprise, que sais-je encore. Moindre des choses, dans les conditions qui sont les nôtres, certains voudraient plutôt fermer les lumières. Et là, on a senti 4 candidats qui en voulaient et qui ont eu des idées. Certains défendant plus le bilan, Stéphane Le Foll en particulier. Stéphane Le Foll, oui. Mais qui l'assume au fond. Qui l'assument avec fierté, d'autres qui considèrent que le bilan est un boulet pour l'avenir. Emmanuel Morel, par exemple. Oui, très concrètement. Qui se situe plus à gauche que les autres candidats. Plus à gauche et qui est prêt à toutes les alliances. Et alors que moi, je considère que Jean-Luc Mélenchon n'est pas pour nous un partenaire, puisqu'il veut notre disparition pure et simple pour avoir, lui, toute la place sur l'aile gauche, entre guillemets, de la classe politique française. Donc, y a-t-il eu un gagnant? En tout cas, il y a eu un bon débat. Il y a eu un bon débat. Qui va mobiliser? Un de vos sujets, c'est combien de votants? Combien de divisions? Division potentielle, division, vous en avez 102 000. Oui. 102 000 potentiels combattants, si vous me permettez l'expression. On aura 30 000, 40 000, 50 000 votants. Mais en tout cas, hier est apparue l'idée que entre la gauche extrême populiste et protestataire et le grand rouleau compresseur macronien, il y a une place pour la social-démocratie française. Qui n'est pas encore très importante et qui reste à conquérir. Votre problème, j'allais dire le problème du PS et le problème du prochain Premier secrétaire, ce sera effectivement de définir sa position entre une social-démocratie de centre-gauche et une gauche protestataire, par exemple, de la France insoumise. À votre avis, c'est quoi le positionnement? La porte est étroite, mais la gauche de gouvernement, celle qu'on a pratiquée, et avec de très nombreux succès, des échecs aussi, mais elle existe. On a l'impression que ce bilan du quinquennat est passé par pertes et profits et que finalement personne n'a été aux manœuvres. En dehors de Stéphane Le Foll, y compris Emmanuel Macron d'ailleurs, qui a été à la manœuvre pendant 4 ans. Comme ministre de l'économie, après avoir été secrétaire général adjoint de l'Élysée et conseiller économique du candidat François Hollande. Exactement. Dans les 4 candidats qui s'affrontaient hier soir, il semble que Stéphane Le Foll soit celui qui assume le plus volontiers, j'allais dire le plus généreusement, le bilan de François Hollande. Oui. Est-ce que c'est un bon moyen de se faire élire? C'est courageux, en tout cas. C'est courageux. C'est pas la réponse à ma question. Oui, mais le bon moyen. Non, mais moi, je vous réponds d'abord. C'est courageux de dire qu'avec fierté, on peut défendre ce bilan et qu'on ne construit pas l'avenir en ignorant son propre passé. Et en même temps, pour reprendre une expression bien connue aujourd'hui, il dit qu'il faudra tirer les conséquences de ce qui n'a pas été bien fait. Déchéance de nationalité, la mise en œuvre, la mise en perspective de la loi travail dite El Khomri. Et puis moi, je rajouterai un autre sujet qui n'a pas été évoqué hier, mais qui, moi, m'importe, parce que je l'évoquerai dans les propositions que je ferai pour la réforme constitutionnelle, c'est le vote des étrangers aux élections locales. Que vous sortez, je veux dire, vous, globalement, à gauche, chaque fois qu'il faut remettre un petit coup de barre à gauche, non? Oui, mais c'est une question de conscience. Et pour moi, c'est... Et ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais promis fait. Dans le programme de François Mitterrand, dans les 110 promis dans le programme de propositions. François Hollande. Il n'avait pas la majorité. Je pense qu'on aurait dû aller jusqu'à l'échec, y compris sur un plan constitutionnel par rapport au Congrès et notamment la majorité des 3/5. Il fallait avoir le courage de le faire. Nous ne l'avons pas eu, il faut le dire. En tout cas, moi, je peux vous dire que le groupe socialiste et républicain au Sénat fera cette proposition dans la réforme institutionnelle. Premier secrétaire, un job de fou. C'est vous qui dites ça. Pourquoi? Un job de fou, parce qu'il faut tout reconstruire. Ce qui est extraordinaire, c'est que nous sommes plus dans les radars, y compris des médias. C'est vrai. Même si aujourd'hui, peu d'effets ce matin dans les médias. Peu d'effets dans les médias, même s'il y a eu hier plusieurs articles importants sur le fond. Donc il faut reconstruire, il faut ramener des militants, il faut expliquer à ceux qui sont partis vers Emmanuel Macron que finalement, eh bien, il y a des choix qui sont faits par la majorité présidentielle qui sont contre leurs valeurs. Je pense notamment à l'accueil des immigrants et à la question des demandeurs d'asile en particulier. Un durcissement de la politique d'Emmanuel Macron par rapport à sa campagne, en tout cas. En tout cas, il y a un pli à droite, très libéral, qui est pris sur le plan économique et social, sur le plan des valeurs, des choses positives qui sont engagées. Je pense notamment à la défense du projet européen. Mais il est clair
que sur le plan économique et social, eh bien, les modestes, les salariés modestes, les retraités, aujourd'hui ne sont pas les gagnants de la politique nationale. La défense du projet européen, dites-vous, vous avez dit au moment du débat que les échéances municipales seraient le moment clé. Si on rate ça, le PS est mort. Ça veut dire que vous sautez par-dessus la prochaine échéance, qui est l'échéance des européennes, et c'est là, pourtant, que le PS peut se diviser. Est-ce que ça n'est pas le point crucial sur lequel le PS doit aujourd'hui s'accorder? Il est clair que Emmanuel Macron va être un modèle de défense de l'Europe, tel que nous-mêmes, nous l'avons imaginé, nous l'avons défendu. Et donc, avec ces listes nationales, il va avoir un avantage très important sur ce que nous allons représenter. La question qui nous est posée, c'est de trouver cette tête de liste qui sera capable, par rapport à celle que portera Emmanuel Macron, en tout cas en son nom, de pouvoir exister politiquement, y compris dans les médias. Et donc, exister politiquement, y compris dans les médias, et surtout exister légitimement par rapport à tous ceux qui, au sein du PS aujourd'hui, on l'a vu encore hier soir, ont une vision différente de l'Europe. Oui, mais qui n'est pas majoritaire. Enfin, j'en suis intimement convaincu. Je pense que le vote qui aura lieu la semaine prochaine, jeudi 15 mars, ce vote va confirmer l'engagement pro-européen du Parti socialiste, qui est porté quand même par, je pense, 3 des 4 candidats que nous connaissons aujourd'hui en lice. Pour dire les choses, tous, sauf Emmanuel Morel. Emmanuel Morel qui a une vision différente de l'Europe, avec son rapprochement potentiel avec Jean-Luc Mélenchon. Alors vous êtes le patron du groupe PS au Sénat, et le Sénat, en ce moment, connaît une tension assez inhabituelle, en tout cas vis-à-vis du gouvernement, sur 2 sujets. Un, la restriction programmée du droit d'amendement. Les députés sont aussi assez remontés là-dessus. C'est un des éléments de la réforme institutionnelle que Édouard Philippe est en train de présenter aux différents parlementaires. Et 2, sur une affaire, c'est un peu procédural, mais de vote bloqué. Le gouvernement vous impose de passer outre un amendement que des députés, des sénateurs avaient porté. Sur votre première remarque, limiter le droit d'amendement en fonction de l'importance du groupe, c'est une forme de coup d'État. Moi, je le dis comme je le pense. Parce que ça signifie concrètement que les petits groupes, donc les groupes minoritaires, par définition, n'auraient pas le même droit d'expression que les groupes majoritaires. C'est une aberration, c'est une provocation, et je n'ai pas encore rencontré Édouard Philippe, je le vois demain avec Olivier Faure, justement, comme président du groupe à l'Assemblée nationale. Eh bien, si cela est confirmé, je puis vous dire que nous allons sortir les fourches. Parce que c'est vraiment une atteinte à ce qui fait l'histoire de notre République. L'idée du gouvernement, et d'une partie d'ailleurs des députés de La République En Marche qui s'expriment là-dessus, c'est qu'il faut accélérer le travail parlementaire. On perd trop de temps. Vous n'accélérez pas le travail parlementaire en bâillonnant les minoritaires. Vous l'accélérez par des procédures de décision, mais jamais en bâillonnant les minorités. Enfin, si c'est vraiment une proposition actée, pensée, imaginée par l'actuelle majorité, je suis très inquiet pour notre République. Et, pour revenir à votre deuxième point, le vote bloqué. C'est vrai qu'hier, utiliser le vote bloqué, c'est-à-dire empêcher le débat, pour être très clair, sur un texte présenté par un groupe minoritaire, en l'occurrence le groupe communiste, mais soutenu par les socialistes et aussi par la droite sénatoriale, il y a là, je dirais, une sorte de coup de force institutionnel qui relève aussi de la provocation. Donc si c'est ça, la relation entre l'exécutif et le Parlement, je m'inquiète pour le devenir de la réforme constitutionnelle. Coup d'État, coup de force. Il y a un bras de fer en ce moment entre l'exécutif et le législatif. Et notamment le Sénat. Oui. Et notamment le Sénat. Et moi, je suis très heureux que le Sénat, finalement, fasse jouer sa musique pour dire stop, attention de ne pas toucher à la Constitution telle que vous l'imaginez. C'est Montesquieu qui disait « on ne touche pas une loi sans avoir la main qui tremble ». La main qui tremble. Et il avait raison. Et là, on a l'impression que dans le discours disruptif, comme on dit aujourd'hui chez Emmanuel Macron, eh bien, on est prêt à tout chambouler. C'est quoi, c'est une tendance autoritaire du gouvernement? C'est une tendance du président de la République? En tout cas, il faut faire attention au populisme. C'est comme diminuer le nombre de parlementaires. Si la logique institutionnelle d'Emmanuel Macron et de son gouvernement, c'est de suivre l'opinion, et l'opinion, ce n'est pas toujours le peuple. Et en l'occurrence, donc, il y a là un danger, et le Sénat sera capable de s'opposer à ce type de dérive institutionnelle. Est-ce qu'on peut dire que, de ce point de vue, la réforme institutionnelle d'Emmanuel Macron est mal partie? En tout cas, elle commence
les négociations sont là. Mais nous n'avons pas encore le texte. Et ça ne peut partir que sur un climat de confiance et surtout de respect du Parlement. Et nous porterons des propositions visant à équilibrer les pouvoirs dans ce pays. Encore un mot, on a appris ce matin que Jean-Yves Le Drian, après 44 ans de militantisme, quittait avec émotion et déception, dit-il, le Parti socialiste. Réaction de Patrick Caner. Je pense que la déception, c'est Jean-Yves Le Drian. Quand on a été ce qu'il a été, quand on a porté les idées socialistes en Bretagne, quand on a été celui qui a conquis la Bretagne au profit du Parti socialiste, l'abandonner maintenant, c'est logique. Il est ministre, c'est un choix que je respecte naturellement, mais je m'évoque la tristesse de tous ces militants socialistes bretons qui l'ont toujours considéré comme, rappelez-vous, le menhir socialiste en terre de Bretagne. Voilà, c'est une page qui se tourne. Je ne suis pas sûr qu'elle soit très glorieuse pour lui-même. Est-ce qu'elle est mauvais signe pour le PS, malgré tout ? Non, puisque vous savez, nous, on considérait que Jean-Yves Le Drian n'était plus chez vous, n'était plus les vôtres. Comme Olivier Dussopt ou comme Gérard Collomb, ou comme Christophe Castaner. Tous ces anciens camarades ont été forgés, formés par le Parti socialiste. Aujourd'hui, ils le mettent au rebut. Eh bien, à nous de démontrer que nous sommes encore bien présents. Merci Patrick Caner. Merci à vous.